Bonjour tout le monde. Nous allons entamer le 9e webinaire organisé par Anouache pour partager les outils utilisés afin que nous puissions tous continuer à renforcer le secteur WASH au Madagascar. Donc aujourd'hui, pour cette session, troisième session de la journée, nous allons aborder le thème « Renforcer le contrôle de la communauté sur les services WASH en s'appuyant sur les structures locales ». Un rappel pour ceux qui n'ont pas assisté aux précédentes présentations, c'est que RANWASH est un projet qui vise à augmenter l'accès équitable et durable aux services WASH. C'est un projet de 6 ans, financé par l'USAID, mis en œuvre par le consortium dirigé par CARE, avec comme membres CRS, Waterred, Pushproof et Santander. Notre présentation sera structurée en 3 parties. Donc, pour la première partie, on va discuter de pourquoi renforcer le contrôle de la communauté sur les services WASH, comment l'avons-nous fait et quel outil avons-nous utilisé. Excusez-moi. Peu de gens au niveau des communes et au courant des lois ou des politiques nationales. Donc, ils ne sont pas capables de demander des services de qualité de leur gouvernement ou des prestataires de services. D'un autre côté, les autorités locaux et les gestionnaires de services ou fournisseurs de services ont souvent un manque de volonté politique, manque de connaissances sur les politiques nationales, manque de capacité technique ou manque de ressources pour prendre en considération les demandes de la communauté et pour améliorer l'accès équitable des services WASH. Alors que les communautés sont mal ou non formées, les communautés mal ou non formées, les faibles environnements favorables et l'absence de services WASH durables sont les 3 causes principales empêchant la réalisation du but pour l'accès universel et utilisation des services WASH durables selon les documentations. La participation citoyenne qui permet aux individus et aux groupes d'être associés au processus de décision qui les concerne apparaît comme un levier d'action indispensable pour faire progresser le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est un facteur d'appropriation, de durabilité et d'efficacité. La participation citoyenne est une condition essentielle à la mise en œuvre effective des droits humains à l'eau potable et à l'assainissement et un moyen pour atteindre les objectifs du développement durable aussi sur l'eau et l'assainissement. La participation, les droits à l'information font partie des principes de droits humains de l'eau potable et de l'assainissement. D'un autre côté, même nos lois et nos orientations politiques incitent à la participation citoyenne pour les actions sociales et pour les actions liées au développement local. Donc, pour que les citoyens soient responsables à rendre les autorités redevables pour expliquer et faire valoir leurs droits. Pourquoi encore? Pour renforcer les voix de la communauté, pour un renforcement structurel, pour un accès équitable aux services WASH pour tous, pour établir un processus interactif qui a comme objectif de renforcer les voix des citoyens et pour renforcer les réactions des fournisseurs de services et des décideurs. Et enfin, pour attaquer les barrières sociales et systémiques dans le contexte où le cadre réglementaire ou les orientations politiques
où les pratiques semblent être inadéquates. Comment nous avons fait cela? En gros, ce qu'on a fait, ça a été de mettre en place des espaces de dialogue, comme les structures locales de concertation, qui permettent à toutes les parties prenantes au niveau local de discuter ensemble, de faire des concertations, de proposer des solutions au niveau de la commune. On a aussi mis en place des espaces de dialogue comme les mécanismes de redevabilité où les communautés peuvent interagir avec les communes et les gestionnaires afin d'identifier les lacunes au niveau des utilisateurs des services et au niveau des fournisseurs de services pour établir ensemble des actions de redressement et pour les suivre. À côté de cela, pour que ces dialogues puissent prendre forme, on a dû renforcer au niveau de la communauté, mettre en place des structures pour que ces communautés puissent mûrir les idées avant d'aller au niveau de ces espaces de dialogue. L'appui auprès des communes ou d'autres décideurs ont été aussi nécessaires dans le processus parce qu'ils ont un rôle pour assurer la provision de services durables pour la population, des rôles de régulateurs ou de supervision pour s'assurer que les lois et les politiques sont mises en œuvre proprement et que les autres fournisseurs de services mettent à disposition des services abordables, reliables et de qualité. Et assurer qu'il y a suffisamment de budget pour la provision et la maintenance des services. Il y avait aussi, dans l'approche, il y avait aussi l'importance de la considération des fournisseurs de services, car leur capacité et volonté à délivrer les services nécessaires est une condition nécessaire pour l'utilisation des outils de redevabilité sociale. S'ils ne sont pas accessibles, on doit utiliser d'autres stratégies comme les lobbies, le plaidoyer pour la provision de services ou le renforcement des capacités. Ce que nous utilisons dans les mécanismes de redevabilité qui ont été appuyés et de lier les citoyens, particulièrement ceux qui ne peuvent pas émettre leur voix et ceux qui ne sont pas redevables pour assurer la provision des services. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs structures qui ont été renforcées, comme les structures locales de concertation. Comme vu dans le schéma ci-dessus, c'est composé par plusieurs forces vives au niveau local et qui est dirigé par la commune. Donc, à l'intérieur, on a la commune, l'exécutif, les conseillers, on a les chefs sultans, on a les représentants des femmes, des jeunes, des associations qui sont au niveau de la commune. Ils sont là pour débattre des défis rencontrés par la commune ou des réalisations de la commune et pour apporter des solutions au niveau communal. Dans certains cas, là où on travaillait, on avait des SLC qui proposaient de renforcer l'hygiène au niveau du marché, l'hygiène au niveau des restaurants, discuter sur quels ont été les défis au niveau de certains points d'eau qui ne sont pas fonctionnels. Notre approche, en fait, lorsqu'on renforce les structures locales de concertation, ces structures-là traversent 4 étapes. Donc, il y a une première étape où on fait des diagnostics, on mobilise les gens et ça finit par la mise en place de la structure selon les démarches désignées par la loi. Donc, on active toutes les cellules à l'intérieur de ces structures locales
pour que il y a les collèges et il y a les membres qui participent à l'intérieur. Donc là, ils ont une première réunion pour la mise en place effective du système et pour entamer les démarches administratives au niveau des diverses institutions. Après, on coach ces structures-là et ils commencent à planifier leur concertation durant l'année et entament des discussions pour proposer les solutions dont on a parlé tout à l'heure. La décision de faire des réunions, des fréquences des réunions, sans laisser aux membres du SLC, mais la plupart du temps, c'est rentable lorsqu'on fait au moins une réunion tous les 3 mois. Donc, on parle que les SLC sont rentables lorsqu'ils ont fait adopter à la commune des mesures concrètes pour l'EAH, comme la redynamisation des points d'eau, par exemple, comme l'augmentation des budgets WASH, par exemple, comme l'écriture des codes WASH, par exemple, etc. Ce grand espace de dialogue dont on a parlé tout à l'heure, en fait, ce sont ce qu'on appelle mécanisme de redevabilité, qui permet en fait de recueillir les feedbacks au niveau des communautés, de transférer les informations, d'informer la population sur les mesures prises au niveau de la commune et d'entamer les discussions pour voir comment on peut améliorer la situation. Un des formes de mécanismes de feedback qu'on a mis en place, c'est les box AIT. Ce qu'on voit en bleu au niveau du schéma ici. Il y a une chaîne de traitement des informations qui est renseignée à la commune par rapport à la commune est formée pour mettre en place ces boîtes AIT. Ils vont décider de leur emplacement et ils vont mettre en place les processus qui sont dessinés en bas des graphiques, vont mettre en place les comités qui vont traiter ces informations-là. Donc, les boîtes AIT sont faites pour les gens qui ne souhaitent pas être vus lorsqu'ils vont déposer leur plainte ou leur suggestion. Comme au niveau des communes, c'est souvent, il y a souvent des réunions communautaires, donc on a exploité cela pour que les gens discutent sur la qualité des services ou l'accès aux services au niveau de ces localités-là et encourager les communes au niveau de ces localités à partager les informations, les mesures prises, etc. Il y a Community Scorecard qu'on a aussi fait au niveau local. Donc, on a formé nos agents pour animer ces cartes communautaires, pour animer ces réunions où la communauté évalue la qualité des services fournis par les fournisseurs de services ou par la commune, et la commune ou les fournisseurs de services évoluent la qualité de ces consommateurs. Donc, c'est à partir de cela qu'il y a une réunion après où les dialogues sont constitués sur la base de ces évaluations et que les deux parties mettent en place un plan d'action pour les définir dans le temps. Le troisième, en fait, c'est avec l'appui de CRS, notamment en termes logistiques et pour l'appui technique, c'est un numéro vert où tout le monde a droit, peuvent appeler gratuitement pour déposer leur plainte et pour que ce soit envers le projet ou que ce soit envers les services au niveau local. Il y a un chaîne de traitement après qui diffuse les informations ou qui engage les gens à partager l'information. Donc, ces mécanismes de redevabilité les communes ont été formées pour mettre en place ces mécanismes de redevabilité, pour mobiliser les gens
et pour sensibiliser les gens à exploiter ces mécanismes de redevabilité au niveau local. Un des efforts qui a été fourni aussi après lorsque les gens commencent à émettre leur feedback, c'est de pousser ou à encourager les décideurs, que ce soit les communes ou les fournisseurs de services, à prendre des actions concernant ces plaintes ou ces idées et partager les actions qui sont faites et appuyer aussi les organisations de la société civile à suivre ces engagements-là et leur application effective. Donc ça, c'est une forme d'espace de dialogue qu'on a mis en place. J'ai introduit tout à l'heure les organisations de la société civile qu'on a mis en place. Donc l'idée, en fait, c'est de commencer à voir au niveau des communautés tous les types d'associations qui existent et qui peuvent participer avec nous à promouvoir l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc, on a mobilisé ces gens-là à se mettre en réseau au niveau de ce qu'on a appelé CSO-WASH. L'idée que c'est intéressant lorsqu'il y a des gens qui font déjà des choses au niveau local et on les spécialise au WASH pour plaider en faveur de l'accès ou de la qualité des services. Ils sont renforcés. Les associations locales sont renforcées par les OSC communales à mobiliser les communautés pour que ces dernières, soit à partir des associations des OSC communales, élèvent leur voix, mais des feedbacks au niveau directement des communes et des services ou au niveau des mécanismes de dialogue dont on a parlé tout à l'heure, comme les boîtes à idées, lors des réunions de community scorecard, lors des réunions communautaires, ou mobiliser leurs représentants au niveau des dialogues mis en œuvre par le SLC. Donc, comme tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord les inventaires de ces associations, il y a l'opérationnalisation du réseau d'OSC. Après, on les coach pour mettre en œuvre leur plan d'action, donc mettre en œuvre des activités concrètes, là où on les qualifie d'actifs, et on les incite à pousser leur action jusqu'à l'obtention des changements, que ce soit en termes d'accès aux services ou amélioration du système WASH. Et particulièrement au niveau des réseaux d'eau potable, on a appuyé ce qu'on appelle association des usagers des réseaux d'eau potable, qui sont là pour être un lien entre les fournisseurs de services et les usagers. Donc ici, par exemple, on a une brochure du mécanisme du ministère de la Commerce qui donne les droits des consommateurs et devoirs des consommateurs. Donc, il sensibilise les gens par rapport à cela, coach à la fois les membres et interpelle ou fait l'intermédiaire avec les fournisseurs de services, comme les droits à la sécurité, les droits à l'information, le droit au choix pour les services, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation du consommateur, le droit à la réparation des torts, le droit d'accès aux biens et services de base, les droits à un environnement sain à titre illustratif. Donc, à côté, ils ont le devoir de s'informer, être actifs, être socialement responsable, être écologiquement responsable, être solidaire. Et la ZUREP fait les coachings par rapport à ces points-là sur leur responsabilité. Comme tout à l'heure, donc on fait des inventaires des membres, on les structure, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'OSCEH qui les structure, qui les coach, qui les suit jusqu'à ce qu'ils soient rentables. L'OSCEH, c'est
au niveau de toute la commune et la ZUREP est membre de l'OSCEH et l'OSCEH concerne l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Par contre, la ZUREP est uniquement constituée des personnes qui habitent autour du point d'eau. Comme on a dit tout à l'heure, il faut considérer la commune. Donc, on a travaillé avec les services techniques en EH pour valoriser ces efforts de la communauté et surtout pour pousser la commune et les gestionnaires privés à prendre des mesures par rapport aux plaintes ou aux suggestions émises. Tous les outils au niveau du STEH sont partagés dans le site web aussi. Donc, on vous a mis un peu dans le bain par rapport à ce qu'on a fait sur le renforcement des structures locales pour que la communauté puisse participer à la prise de décision au niveau des communes. On va voir un peu les outils qu'on vous partage dans le site web. Les outils sont organisés en 3. Donc, il y a les outils formation. Les outils de formation de SLC faits par le MID. Donc, le MID améliore ces outils-là au fur et à mesure qu'il y a des réalisations sur le terrain. Quand nous faisons des formations, on les informe. Des fois, on les appuie pour venir au niveau du terrain où les formations sont faites au niveau local par les districts ou des fois par nos équipes lorsqu'ils ne sont pas disponibles. Mais c'est à eux d'améliorer l'outil. Donc, l'outil qu'on partage ici, c'est l'outil qu'on a utilisé avec eux il y a 2 ans. Et il l'améliore au fur et à mesure. Concernant la formation d'OSC, il y a 2 étapes. Donc, il y a des prises de contact au début où les OSCEH nationales ou régionales vont faire les diagnostics des associations au niveau de la commune et vont le mettre en réseau. Et il y a une formation, et avec cette formation, il y a une formation de mobilisation communautaire par rapport aux droits humains, à l'eau et à l'assainissement. Et après 1 an où ils discutent des défis au niveau des communes, où ils essayent de porter leur idée au niveau de SLC ou au niveau des gestionnaires, on les appuie sur la technique de plaidoyer. Donc, c'est à partir de cela qu'ils vont améliorer le ciblage pour leur action de plaidoyer et améliorer le message ainsi que la documentation par rapport à cela. Pour les ASUREP, en fait, les ASUREP sont formés par les OSC, on discute avec les OSC locales. Donc, chaque fois qu'il y a des gestionnaires, que ce soit gestionnaires communautaires ou gestionnaires par les services publics, par les privés, les OSC communales donc, vont mobiliser les utilisateurs mobiliser les utilisateurs de ces points d'eau pour se constituer en ASUREP. Ils apportent les formations par rapport à cela et ils les intègrent en tant que membres à leur niveau. Comme on a dit tout à l'heure, il y a les outils de formation pour les mécanismes de redevabilité. Donc, il y a des enregistrements à l'intérieur que vous pouvez voir et des vidéos et des PowerPoint avec du son que vous pouvez voir. Il y a aussi les outils en Community Scorecard. Il y a quelques documents de référence qu'on a souhaité partager parce que ça nous a permis d'améliorer nos façons d'approcher les communes, comme que vous voyez ici, qu'on va voir tout à l'heure au niveau du site web. Il y a d'autres outils qu'on a utilisés aussi, qu'on va voir aussi tout à l'heure. Donc, je vous invite maintenant à entrer dans le site web de Ranwash pour voir ces outils-là. Donc, quand vous avez, il faut chercher Ranwash dans Google et puis vous sélectionnez simplement un des sites dessus. Donc, il y a les premiers outils qu'on a déjà vus mardi.
les deuxièmes vagues aussi qu'on a déjà vu aussi hier. Et pour aujourd'hui, donc, on vous invite à voir les outils pour renforcer la participation de la communauté pour améliorer les services. Tous les outils pour les formations sont des fichiers zip qui sont assez lourds. Donc, on ne va pas les ouvrir aujourd'hui, mais je vous invite de les consulter. Je vous invite à regarder les autres documents en premier, par exemple, comme le numéro 1 ici, qui est Ranouage Technical Support to CSO. En fait, ça décrit un peu la démarche qu'on a fait pour renforcer les CSO. Donc, à gauche, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes que les organisations de société civile au niveau de la région, au niveau de la commune, pour évoluer jusqu'à créer des changements au niveau politique, au niveau des services. Donc, c'est là où on a parlé tout à l'heure de rentable. Donc, ici, au début, en fait, lorsqu'on démarre, lorsqu'on fait l'inventaire, soit on a des associations qui sont diverses avec des activités diverses, donc on essaie de les cartographier, de les rassembler et on renforce leur capacité par rapport au WASH et on les organise. On les organise et on les appuie à renforcer la communauté. Donc après, on les recentre par rapport à une de leurs activités, donc celui de renforcer la communauté et celui de représenter la communauté auprès des différents décideurs. Donc, et aussi de suivre les résultats dont on a parlé tout à l'heure. Donc, à côté, vous avez l'ensemble des formations qu'on a fait, ou du moins les points cités au niveau de ces formations-là. Les trois activités en bas, en fait, ce sont les phases 1 dans notre appui et les deux en haut, ce sont les phases 2 de notre appui. Donc, ça, c'est juste un schéma, en fait, qu'on travaille avec au niveau communal. Donc, on crée les réseaux des associations existantes. Donc, c'est ce réseau-là appuie chaque association pour aider au niveau local, donc pour être l'interlocuteur, pour constituer leur base au niveau de communauté, travailler avec les opérateurs privés, avec les communes. Mais en même temps, on les lie avec les OSCEH régionales et nationales. Donc, ils ont une convention entre eux parce qu'ils font partie d'une seule organisation, ils n'ont qu'un seul statut, que ce soit communal, régional ou national, c'est à l'intérieur d'un seul statut, donc c'est d'officialiser simplement leur appartenance à l'OSCEH. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il y a des échanges entre communal et régional et que les OSC régionales font le plaidoyer au niveau des autorités régionaux. Même chose que les OSC nationaux font les plaidoyers au niveau des autorités régionaux. Donc, il y a des descriptions que vous pouvez voir à l'intérieur, des schémas plus concrets. Donc, ça aide un peu à expliquer le concept. Ici, on a une explication des mécanismes de redevabilité dont on a parlé tout à l'heure. Normalement, ces outils-là ou l'équivalent de ces outils-là, on les a lorsqu'on rentre dans les documents de formation, ou au moins les équivalents par rapport à cela. Un point qui est aussi intéressant à partager, en fait, c'est qu'il faut que ces structures locales documentent les gains rapides ou les résultats qu'ils ont obtenus. Donc ici, par exemple, les mécanismes de redevabilité, ont mis en œuvre des community scorecards au niveau d'une localité. Et il y a eu des arrangements sur des manquements de paiement des factures de PP
et des factures d'eau à l'intérieur avec l'action de la ZUREP. Donc, c'était le cas ici. Il y a plusieurs activités comme cela que vous voyez, comme ici, par exemple, l'OSCEH. L'OSCEH a fait un plaidoyer pour améliorer la qualité des toilettes au niveau de la commune. Et la commune a utilisé de l'argent au niveau de son budget pour acheter un talsin plate pour les latrines au niveau du Refouctan et au niveau du chef-lieu de la commune. Donc, ce sont des petites activités comme ça. Ce ne sont pas des activités qui sont promues par le projet, mais ce sont des activités qui ont été décidées localement. Donc, ici, on a les réflexions au niveau des résultats des réflexions au niveau des structures locales de concertation. Donc, au niveau de structures locales de concertation, par exemple, il y a les associations de femmes qui ont partagé les difficultés des femmes lorsqu'ils vont enfanter au niveau des CSP, notamment sur les conditions d'hygiène de ces CSP-là. Donc, il y a eu dans la commune d'Ambatmarne, à la suite de cette discussion au niveau du SLC, une proposition de projet au niveau de la commune et une action prise par la commune après pour construire des douches et des latrines avec la collaboration avec les maçons locaux. Donc, ces associations de femmes ont tout de même participé aussi à mobiliser les financements par rapport à ça auprès des communes. Et les communes ont aussi mobilisé des financements. Donc, l'idée de ces structures-là, c'est de ne pas rester au niveau des structures, mais de les aider, de les pousser à documenter donc, les réalisations et à vraiment suivre les décisions proposées. Donc, l'avantage par rapport à cela, c'est que ces associations ou ces structures locales vont essayer de trouver dans leurs discussions des solutions réalisables la plupart du temps à court terme, au lieu de débattre sur des solutions dont ils n'ont pas le contrôle. Bon, ils peuvent débattre sur ça, mais on les pousse à avoir des résultats périodiques. Ici, par exemple, c'est en zip, mais c'est en fichier zip, mais on a établi des canevas pour analyser la capacité des OSC. Ah, c'est pas en fichier zip, c'est excellent. Donc, des canevas pour analyser les capacités des OSC. Donc, on a plusieurs paramètres à l'intérieur pour faire. C'est la capacité stratégique des OSC, les systèmes de communication interne de ces OSC, le volet finance, leur capacité à mobiliser des financements, à planifier ou à s'auto-financer, les expertises techniques par rapport à l'eau, l'assainissement, hygiène qu'ils mobilisent, les relations externes avec les décideurs ou la communauté, en fait, pour que leur activité plaidoyer soit efficace. Donc, il y a un mécanisme d'évaluation qu'ils font tous les ans, à la fin de chaque année, pour qu'ils mettent en place un plan d'amélioration pour la prochaine année. Donc, ça, c'est un exemple d'outil développé au niveau de Ranouache et qui est suivi. À titre indicatif, en fait, on a développé cela au niveau du Sésame actuel. Donc, c'est un module qui n'est pas encore, qui est fonctionnel, mais qui n'est pas activé, sauf à la demande des projets qui souhaitent les utiliser. Donc, si jamais vous êtes dans l'appui de l'OSCEH au niveau local, vous pouvez utiliser cela, cet outil au niveau de Sésame. Et selon votre choix, vous avez ces résultats-là ou ces résultats sont disponibles pour tout le public. Il y a aussi, oui, une liste d'outils qu'on utilise pour vérifier l'efficacité des OSC.
Donc, l'efficacité de la... Donc, ici, il y a l'efficacité des progressions par rapport, est-ce qu'ils ont tendance à créer des gains rapides ou ils sont simplement restés au stade formé, etc., etc. Donc, il y a un mécanisme qui permet de mesurer cela avec beaucoup de petits paramètres sur les actions faites par les communes et les actions d'appui mis en œuvre par eux. Il y a le gain rapide dont on a parlé tout à l'heure. Il y a ce qu'on a montré tout à l'heure, en fait, un outil qu'on utilise notamment pour vérifier le niveau de participation des CSO au niveau des discussions. On ne l'a pas ici. C'était dans celui-là, je pense. Non. Bon. Donc, il y a tous ces outils qu'on peut utiliser dans le commune. You will continue maintenant? Ok. Hey, da haben wir jetzt geschaut, etc. Donc ici, par exemple, c'est un outil. C'est un outil qu'on utilise le niveau de participation pour analyser, que l'OSCEH utilise pour analyser leur niveau de participation au niveau des réunions, que ce soit au niveau régional ou au niveau communal, et que pour qu'eux, ils envisagent petit à petit à être des vrais participants, donc participer aux décisions au niveau de ces structures-là, au lieu d'être simplement des personnes présentes au niveau de la réunion. Donc, autrement, il y a d'autres éléments. Enfin, il y a d'autres éléments qui peuvent vous intéresser. Ici, par exemple, c'est plus d'informations sur les avantages et les faiblesses des différentes structures de concertation, des différents outils au niveau de mécanismes de redevabilité proposés par ANOH. Donc, les communes aussi, selon au niveau local, ils ont développé d'autres outils qui mobilisent un peu plus les gens. Donc, par rapport à cela, il y a le type des consommateurs dont on a parlé tout à l'heure qui peuvent être utilisés comme outil de référence. Donc, cette guide des consommateurs, c'est élaboré par le ministère des Commerces. Donc, ils font un peu la mise à jour périodiquement aussi de cela. Donc, ça n'a pas changé depuis 2 ans, mais c'est à eux de le gérer. Il y a les autres textes, hein, comme... donc, il y a des outils qu'on a bien utilisés aussi, des outils développés par UNICEF avec SIWI et PNUD, qui décrit en fait un peu les mécanismes de redevabilité, qui donnent des propositions sur comment les mettre en œuvre, etc. Bon, il y a le ministère de la décentralisation qui devrait faire périodiquement une évaluation des SLC. Je ne me souviens pas, en 2021, ils étaient appuyés par la Banque mondiale pour le faire. Donc, on a partagé les feedbacks à l'intérieur. Et normalement, d'ici quelques mois, il y a un nouveau guide des SLC qui devront sortir, qui a été issu des expériences après l'évaluation des effectivités des SLC au niveau local. Donc, tous les projets ont essayé d'améliorer leur approche au niveau des SLC et il y a eu une concertation sur l'amélioration de ces guides-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, il me reste encore 5 minutes, mais je vais m'arrêter là. Donc, je vous invite à poser les questions, que ce soit dans le chat. Ah, il y a déjà des questions dans le chat.
Donc, on va essayer de les lire et puis on va y répondre. Et vous pouvez parler malgache ou écrire en malgache. Hein. OK. Donc, je vous partage les questions que je vois à l'écran. Donc, il y a la première question qui est parmi les quatre. Quel est le mécanisme de redevabilité le plus utilisé, adapté au niveau des communautés malgaches, selon votre expérience jusqu'ici? Ce que je veux partager par rapport à cela, c'est que c'est un peu le piège au début. Lorsqu'on met en place ces mécanismes de redevabilité, on a tendance à choisir entre eux alors qu'ils sont adaptés pour plusieurs types d'utilisateurs. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne veulent pas se montrer lorsqu'ils font leur plainte, donc ils écrivent dans les mécanismes, dans les boîtes à idées, qui est ouverte devant tout le monde. Après, qui est lu, on prend cela. C'est un mécanisme donc qui est utile pour les gens qui ne souhaitent pas se montrer, mais c'est un mécanisme qui est limité aux gens qui savent écrire. Donc, en fait, effectivement, on a tendance à dire que ces mécanismes ne sont pas utiles au niveau local, mais on a tout de même des informations qui viennent de cela. Donc, il faut pousser, donc renforcer les communications pour les utiliser et ne pas se désespérer lorsque on ouvre après un mois ou après 2 semaines ou après 2 mois ces boîtes à idées qu'on n'a pas les informations. Il faut renforcer les communications dessus. Ça permet de donner à des gens qui sont limités, qui n'ont pas, enfin, de donner à des gens qui n'osent pas s'exprimer en public, de partager cela. La réunion communautaire, c'est celui le plus utilisé lorsqu'on a regardé dans nos expériences parce que les gens sont habitués à cela, donc c'est à encourager. Normalement, à chaque réunion communautaire, sur les qualités de service, on ouvre les boîtes de dialogue et on discute dessus au niveau des réunions communautaires où d'autres personnes aussi peuvent émettre leurs idées. Donc celui-là, il faut l'adapter au type utilisé par les communes fréquemment. Les CSC sont très utilisés, lorsque les CSC sont utilisés, ils sont très efficaces parce que le processus analyse en profondeur les causes de non-satisfaction du gestionnaire privé ou de la commune ou des utilisateurs et établissent les plans d'action par rapport à cela. Donc, on conseille vraiment cet outil-là par rapport aux services comme la gestion d'eau potable, les services fournis par les maçons locaux, par exemple, les services faits par les STEH, par exemple. Mais le contrainte, c'est qu'il faut des capacités d'animation assez élevées pour le faire. Et lorsque les projets sont présents au niveau terrain, donc c'est quelque chose qui est très conseillé. Ça mobilise aussi les gens à discuter par rapport à cela. Donc, si on a les acteurs qui ont la capacité, les CSC sont conseillés par rapport à leur efficacité. Le troisième, c'est téléphone vert. Ça a été aussi utilisé au niveau de Ranouache. Il y a eu des plaintes concernant que ce soit, des feedbacks, que ce soit par rapport à Ranouache ou par rapport au gestionnaire ou par rapport à la commune. Donc, c'est quelque chose qui nous permet d'améliorer nos façons d'agir. Des fois, c'est utilisé pour les informations. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, si on est présent au niveau de la localité pour un certain temps, il faut penser à mûrir ces outils-là, mais ne pas se désintéresser dès la première année, parce que c'est en utilisant ces outils que les gens auront confiance de les utiliser
et renforcer les communications par rapport à ça. Deuxième point, boîte à idées comme proposition, est-ce possible de le mettre pour chaque FOCTAN? Est-ce possible? D'après cela, où se stoppent les informations et qui valide les informations des doléances par les communautés? Merci. Il y a plusieurs pratiques pour les boîtes à idées. Certaines communes le font au niveau de chaque chef-lieu de FOCTAN et au niveau de commune centrale. Donc, ce qui est tout de même acquis, c'est qu'il ne faut pas que ça soit uniquement au niveau de la commune parce que ça limiterait les gens au niveau de FOCTAN de les utiliser par rapport à cela. Et des fois, avant de pouvoir aller à la commune, il y a beaucoup de temps passé, ils vont oublier leurs doléances. Il y en a certaines communes qui les font au niveau. Il y a certaines organisations, que ce soit de la commune, du gestionnaire privé ou du FOCTAN, qui le mettent au niveau des bureaux des gestionnaires. Et j'ai vu aussi pour certaines localités qui a été gérée par gestion communautaire dans les sites d'intervention, qui les mettaient au niveau des points d'eau. Donc, le choix, c'est à définir au niveau de la commune lorsqu'ils vont mettre en place les structures. Et c'est par rapport à la mise en place de ces structures, le choix de la localisation de ces boîtes à idées, qu'il y a un appui de la commune auprès des FOCTAN ou auprès des communautés pour gérer les boîtes à idées. Et la plupart du temps, en fait, dans leur calendrier, les gens chargés des services de l'EAH au niveau de la commune ou l'agent chargé de l'EAH au niveau de la commune établissent un calendrier pour descendre au niveau des localités afin d'ouvrir les boîtes à idées. Donc, il y a une petite communauté qui est élaborée, qui est mise en place pour chaque boîte à idées et que l'ouverture des boîtes à idées se fait à l'emplacement des boîtes à idées pour qu'il y ait les discussions avec les communautés autour de ces boîtes à idées-là lors des réunions communautaires. La question de RAD, selon votre évaluation jusqu'ici, quel est globalement le niveau d'appropriation de ces différents outils et structures multiples par les communautés et OLC locales? Est-ce que processus d'appropriation de maîtrise au niveau local nécessite un cycle de combien de temps? Pour les zones d'intervention de RANOACH, on avait 3 types d'intervention à l'intérieur. Il y avait des communes qui ont été sélectionnées dès le début de RANOACH. Donc, ces mécanismes-là ont actuellement 5 ou 6 ans. Il y avait des communes qui ont été sélectionnées au 2e, 3e, 4e année, donc il est plus court. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ces structures-là, durant la première année de leur mise en place, ils sont très actifs. Ils sont très actifs. Bon, on met du temps par rapport à qu'il y ait des choses vraiment réalisables localement. C'est un peu ce qu'on pousse, on les pousse à faire. Donc, durant la 2e année, il y a un cafouillage des rôles et des responsabilités. Comme on pousse chaque acteur à prendre des responsabilités, donc les OSCEH, on les pousse à faire des sensibilisations au niveau local et à faire en sorte que leurs discussions avec les communautés aboutissent à quelque chose de concret jusqu'à des décisions ou des améliorations des services. Donc ça, c'est pour les OSCEH et même chose pour les structures locales de concertation. On les pousse à dialoguer pour aboutir à des changements de services. Donc, des fois, un peu, il y a une confusion entre le rôle de la commune qui devrait faire l'action, le rôle des agents qui devraient faire
changement de comportement et le rôle des OSC qui sont représentés au niveau des SLC, les SLC qui font un peu les rôles des OSC, etc. Mais ça dure à peu près 1 an et on arrive à résoudre cela après 3 ans. Donc, lorsqu'on les concentre sur les résultats finaux et qu'eux, ils doivent être complémentaires, on aboutit à une économie d'efforts et une centralisation des efforts de chacun de ces structures-là. Cela étant dit, il est sûr que ces structures-là ne sont pas obligatoires pour toutes les communes, donc on s'adapte par rapport à cela, on s'adapte aux décisions locales d'éliminer certaines structures éventuellement. Le SLC, c'est exigé par la loi. L'organisation de la société civile, c'est poussé par le réseau au niveau national, donc ils veulent s'implanter jusqu'au niveau local, donc c'est à eux de se charger que ça existe, donc c'est à eux d'animer leur réseau. Les mécanismes de redevabilité, en fait, c'est un moyen, donc les boîtes à idées, CSC, tout ça, c'est un moyen pour la commune de collecter les informations ou les gestionnaires privés de collecter les informations en amont des conflits et de les amener dans les espaces de dialogue. Donc, en fait, il faut penser au temps. Donc, à peu près pour nos premières expériences, même au 4e année, on avait encore, enfin, ce sont des gens qui sont actifs, mais c'est surtout de bien distinguer leur rôle et surtout que cet effort de bien distinguer leur rôle ne freine pas leur volonté de changer les situations au niveau de leur commune. Il ne faut pas que les cadres qu'on écrit sur table à Tananarive ou au niveau de la région, au niveau de la commune, ne freinent pas les volontés des gens à contribuer pour l'amélioration du service WASH. On a eu des actions, des communes qui ont été accompagnées pendant 2 ans. On est arrivé au même résultat que ceux d'avant, mais on ne sait pas encore sûr. Enfin, on est arrivé au même résultat que ceux d'avant. On est arrivé à les rendre, disons, rentables dans notre vocabulaire. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de Rad et de Sloufnien. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, donc j'ai rajouté en fait une autre question, hein, parce qu'en fait, Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, je viens de rajouter par rapport à ton explication. Est-ce que on le voit? Allô? Oui, oui, nous voyons les questions. Oui. Quelles sont les pratiques et organisations sociales et traditionnelles exploitées dans le cadre de l'adaptation de ces outils et structures au niveau local? Donc, en fait, l'approche, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà une diagnostic au niveau local en amont. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, il y a des formes de mécanismes qu'ils utilisent déjà au niveau local. Et il suffit juste de pousser à ce que ces formes de mécanismes et aussi utilisées pour les qualités de service, eau, assainissement, hygiène. Donc, il suffit d'amener ces points-là à discuter, à apporter les discussions sur l'eau, l'assainissement, hygiène aussi. Mais comme nous savons, l'étude, lorsqu'on va faire ces diagnostics-là, il faut voir quels sont les gens qui sont exclus de ces formes traditionnelles. Notamment dans V7V, il y avait des situations, enfin des réunions qui sont spécialement pour les hommes. Donc, on les a incités à utiliser, à engager les discussions sur l'eau, l'assainissement, hygiène, mais on a toujours mis en place à côté des mécanismes pour collecter les informations d'autres types de personnes.
Je me souviens que, donc, avec cette veille, il y avait cette forme de réunion, mais je ne me souviens pas du nom, désolé, mais on a adapté cela par rapport à ça. Donc, lors des mises en place des mécanismes, en fait, lorsqu'on fait le diagnostic au niveau local, s'il y a déjà des mécanismes qui sont opérationnels ou s'il y a déjà des mécanismes qu'il faut redynamiser ou analyser pourquoi ces mécanismes-là n'ont pas fonctionné. La partie traditionnelle, enfin les autorités traditionnelles sont questionnées à l'intérieur pour voir comment ils pensent adapter les outils qu'ils ont déjà développés pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc, on valorise ces outils si ça existe au niveau local. Est-ce que ça a répondu à la question de Rat? Oui, mais bon, en fait, c'est une réflexion aussi pour. C'est un Est-ce qu'il y a débat d'autres que questions? j'amène en fait. Rado, est-ce que tu peux répéter? Ah, t'as pas entendu? Tu peux pas entendre en fait. C'est bon là? Oui, actuellement j'entends. Non, en fait, bon, je sais tous les outils et toutes les très intéressants. Et effectivement, ça cadre avec tous les outils utilisés partout dans le monde, en fait, dans n'importe quel pays, en Afrique subsaharienne, on retrouve à peu près les mêmes outils. En fait, donc, ma question, si tu veux, c'est vraiment une réflexion à notre niveau. Comment faire pour adapter tous ces outils-là en fonction du contexte et des cultures locales. C'est plus ça, c'est une réflexion en fait que j'amène. Je n'ai pas forcément de solution, mais comme on est dans des organisations internationales tous, on a souvent tendance à répliquer en fait tous les outils et toutes les pratiques qui sont valables partout dans le monde. Et ça nous amène quelquefois à demander est-ce que c'est vraiment adapté, quels sont le niveau d'adaptation qu'on devrait absolument apporter pour que ça soit vraiment plus spécifique par rapport à chaque contexte, quoi. Voilà, c'est plus une réflexion et une contribution à la réflexion. Merci, et je pense que c'est très pertinent comme commentaire, comme tout à l'heure. C'est pour ça que nous, en fait, on pousse à la discussion au niveau local et surtout que nous, au début, simplement, c'est seulement au début quand on appuie la commune et on les pousse à valoriser ce qui est exact, ce qui existe. Je pense qu'à part le fait d'adapter les outils qu'on prend en tant qu'organisme international, c'est le fait que des fois, lorsqu'on intervient, on va, par exemple, s'il y a des boîtes à idées qui est fonctionnelle, là, par rapport à la corruption, on va dire que ça, c'est pas fonctionnel, il faut utiliser telle chose ou écraser ce qui existe là. Donc, c'est des réflexions qu'il faut que nos agents d'exécution prennent en compte et je pense que c'est tout à fait pertinent ce que vous avez dit. Par rapport à ta réflexion tout à l'heure, en fait, ce que nous, on conseille, c'est que Ranouache l'a fait au niveau des régions d'intervention, c'est d'apporter au niveau régional des discussions sur ces mécanismes de redevabilité. Au niveau de certaines régions, on a obtenu, par exemple, l'adoption de ces mécanismes de redevabilité au niveau d'autres projets, donc dans d'autres localités. L'idée, ce n'était pas réellement l'adoption. Bon, effectivement, c'est un bon score que d'autres projets utilisent nos outils ou les outils qu'on a promus, mais c'est surtout d'engager la discussion que tu proposes, c'est qu'il faut qu'au niveau local, ils discutent sur l'efficacité de ces outils et qu'ils l'adaptent. Et c'est pour cela qu'il y a la phase où il faut vraiment c'est à la phase où il faut vraiment les pousser à arriver jusqu'à des réalisations. À un certain moment, par exemple, c'est vrai que ça ne vient pas avec la solution n'était pas
culturelle, mais un certain point où lorsqu'ils ont fait leur évaluation annuelle, donc au niveau de la commune, et le mécanisme de redevabilité, parmi les points qui sont discutés dessus, leur conclusion était qu'il y a beaucoup de réflexions, mais peu de réalisation ou d'action de la part du gestionnaire ou de la commune. Donc, il y a eu des débats à l'intérieur. Donc, ce qu'ils ont fait, ça a été de renforcer leur cahier de doléances, et inscrire d'autres colonnes à l'intérieur pour que chacun soit responsable. Et je pense que le côté traditionnel devrait aussi entrer dans cela. Il faut que nos agents soient prudents lors de l'appui de la commune. Ce n'est pas une forcing, il faut l'adapter à ce qui existe au niveau local. Et il faut pas... et il faut aussi voir, il faut qu'au niveau local, ils ont des discussions périodiques sur l'inefficacité de ces outils et sur comment adapter ces outils pour que ça soit plus efficace. Et ça entre à l'intérieur le côté traditionnel dont on a dit tout à l'heure. Mais merci encore pour la remarque. Non, juste pour finir et contribuer aussi en même temps, parce qu'on est dans un cadre d'échange. Par exemple, nous, on a un système de gestion des plaintes aussi au niveau mais cette fois-ci au niveau des passations des marchés en construction scolaire, qui a été mis en place avec le système de la Banque mondiale. Et on a trouvé que ces systèmes de gestion de plaintes et à peu près tout ce il a été exposé ici, à chaque mois, il n'y a jamais de plainte en fait. Il n'y a jamais de plainte qui remonte et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plainte du tout, mais c'est-à-dire que la plainte et surtout la régulation sociale de la plainte ne se fait pas forcément par le biais des outils tels qu'on est en train de citer et aussi de mettre en place au niveau de nos organisations internationales en général. Donc voilà, alors que oui, si on se met sous le kill, si on se met, comme on dit, l'opariendas, peut-être que les conflits ou les différends seront résolus de cette manière-là. Et c'est ça, en fait, la régulation sociale qui est adaptée, qui est utilisée au niveau de la communauté. C'est pour ça que je parle de la tradition et de la coutume, qui n'est pas forcément peut-être tel qu'on le pense et on le met en place par rapport à nos outils. Donc, c'est une réflexion, en fait, pour voir, ah oui, effectivement, il y a des outils qui peuvent aller vers la redevabilité, la transparence, mais il y a aussi d'autres outils qui pourraient être aussi, ne sont pas forcément très carrés comme ce qu'on le pense au niveau de nos systèmes et organisations, mais qui pourraient tout à fait arriver à s'adapter à la régulation sociale au niveau local. Voilà. OK, merci. Merci beaucoup pour cette remarque. Effectivement, côté culturel, c'est vraiment quelque chose d'important à considérer. Et quand nous avons visité les communes d'intervention, parlé avec les maires, parler avec les fournisseurs de services comme les gestionnaires de systèmes d'eau. D'abord, le fait de réclamer, d'émettre des remarques et des demandes, c'est déjà quelque chose de difficile en milieu rural à Madagascar et surtout pour les communautés rurales. Et nous avons entendu beaucoup que c'est surtout la flexibilité au niveau des autorités, au niveau des fournisseurs de services qui facilite le plus l'utilisation des mécanismes de redevabilité et les gens préfèrent discuter avec les gens flexibles. Si le maire écoute les gens, s'il y a quelqu'un au niveau du gestionnaire de système qui écoute les gens préfèrent discuter tout de suite à vive voix avec les gens. Donc, le plus important également, c'est la formation des autorités locales, la formation des fournisseurs de services pour qu'ils soient plus ouverts, pour qu'ils soient plus preneurs des feedbacks des communautés utilisateurs de services, des gens qui
qui sont plutôt bénéficiaires des décisions prises à différents niveaux. Donc, c'est juste cela que je voudrais émettre. Non seulement les outils, les mécanismes de redevabilité sont utiles, il est important également que les autorités, les fournisseurs de services soient formés et apprennent à entendre, à écouter les communautés. Merci. Merci, Anne. Merci à tout le monde. Au revoir.